Donc, le Gémeaux, c'est le premier signe d'air, 20 mai ou 21 mai, 20 juin, 21 juin, je sais plus. Donc, c'est un signe qui va s'inscrire dans la légèreté. C'est le signe de la communication, de la complicité, des associations. Il est maîtrisé par Mercure, donc la planète la plus proche du Soleil, ce qui peut renforcer cette idée, cette symbolique de la proximité, de la chaleur, de la jovialité. En même temps, aussi la difficulté à tenir le lien, hein, parce que si on est proche du soleil, ça peut brûler. Donc dans les interactions, on évite le feu. Mercure n'a pas l'atmosphère terrestre, ça n'existe pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle, exasphère, ou je ne sais plus. Ce qui va suggérer des changements de température abrupts. On ne retient pas la chaleur, on ne retient pas le froid. Voilà. Un jour sur Mercure, ça équivaut 167 jours terrestres, soit 6 mois sur Terre. Donc là, on peut se dire que voilà, c'est des gens qui engrangent un nombre incalculable d'informations en un jour. Parce que pour eux, un jour vécu, c'est 167 jours de compréhension terrestre. Voilà. Après, là, c'est symbolique. Hein. Mais il y a encore voilà, cette notion de saturation d'informations, de problème de condensation et de problème de structuration, tellement les informations sont trop et importantes. Et on ne sait pas ce qu'on a pris pendant tous ces jours-là. On ne sait pas ce qu'on a engrangé en mémoire. Le signe du Gémeaux maîtrise la troisième maison. Cette troisième maison suggère les petits déplacements, les échanges, les premières années d'études, le copinage et la fraternité. La troisième maison aussi peut s'apparenter à tout ce qui est des questions d'échange et de commerce. C'est pour ça qu'on se déplace d'ailleurs. Voilà. C'est pour engranger des compétences aussi. La symbolique de la troisième maison, qui vient après celle du taureau, on le rappelle, on retrouve le besoin de légèreté après une forme de besogne, un moment un peu de structure où on était acharné. Ici, on lâche un peu. On sait que on avait déjà vu précédemment que la récolte était abondante, mais on veillait encore une fois à nos petites fleurs, etc., bien arrosées, etc. Ici, on lâche un peu du lest, on est sûr de ce qu'on va acquérir en fait. Donc là, on est juste dans le partage de ce qu'on a planté. On va mettre l'eau à la bouche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que ce signe, c'est un signe de très bons marchands, de très bons commerçants, de très bonnes personnes pour vendre des idées. On connaît nos dossiers quelque part. La représentation donc de la constellation, donc je vous parlais déjà de cette histoire de processus de projection symbolique, donc cette capacité d'intervention de l'être humain qui va associer ses propres références familières à une forme observée qui, à l'origine, en était dépourvue et abstraite. Donc là, le fait de regarder le ciel et de pouvoir se dire ça va être voilà, ça va être Castor et Pollux. Bon. Ils l'ont décidé, pourquoi? Parce que donc voilà, d'apparence, quand on relit les étoiles, on peut se dire qu'il y a l'apparition du 2 romain, on peut voir un 2 romain, on peut y voir un genre de pi, le symbole pi, donc le pi qui représente une forme d'infini, de structure universelle, d'harmonie, je crois, il y a une question de circonférence. On peut y voir un carré avec deux antennes aussi. C'est la structure elle-même qui fait qu'elle est, qu'elle est productive, parce qu'elle est structure, parce qu'elle est deux. Elle est fructifiante. Donc là, on parle de partenariats productifs qui vont émettre quelque chose. On peut aussi voir la notion de la dynamique de couple. On peut y voir aussi un pont. Enfin, il y a plein de choses. Castor et Pollux, on va s'arrêter sur ce mythe parce que c'est un petit peu drôle quand même. C'est les enfants de Leda. Donc Leda qui va copuler avec son mari et Zeus qui s'est encore une fois métamorphosé. Hein. Parce qu'il aime bien lui, la métamorphose c'est son truc quoi. Il peut pas venir franchement, il faut qu'il... Voilà. Voilà. On va rien dire. Hein. Cette transformation donc en signe, donc là c'est... va faire que les enfants ne vont pas naître à travers le ventre de leur mère, mais il va y avoir deux œufs. Donc l'un des œufs, c'est le mariage entre Leda et son homme, Tindare, et le deuxième œuf, c'est l'enfant de Zeus et de Leda. Mais ils vont quand même tous les deux sortir dans des œufs. Dans ce mythe, on retrouve des informations aussi sur Castor et Pollux. Donc Castor est un excellent dompteur de chevaux, tandis que Pollux est un pugiliste redoutable.
Leur histoire tragique va débuter lorsqu'en fait, ils vont enlever les leucipides. Non mais vraiment, c'est chercher les problèmes. Là, on sent le duo infernal. Hein. Donc, ils vont enlever les leucipides et ça va provoquer un combat mortel contre leurs cousins. Leurs cousins en plus. Hein. Les apharéides. Donc, malheureusement, il y en a un qui est mortel. Donc, ça va mal se passer pour lui et il va périr lors de ce conflit. Forcément, quand il va mourir, Pollux, celui qui est immortel, va supplier son père Zeus. C'est sa moitié, il ne veut pas le perdre. Donc il va supplier son père Zeus de lui redonner la vie. Zeus va exaucer le vœu, mais il va y avoir un mais, c'est qu'ils vont devoir s'alterner entre le mont Olympe et les enfers, donc vivant ainsi un jour et mourant l'autre jour, tour à tour, pour honorer leur union indestructible. Il va les placer dans le ciel sous forme de constellation des Gémeaux. Donc il y a une forme de mariage quasiment céleste. Qu'est-ce qu'on peut analyser de tout ça ? Donc déjà, le fait qu'il soit semi-divin, mi-humain, mi-divin, pris entre la sphère matérielle et éthérique, ce qui crée d'emblée une identité double, multiple, voire androgyne et que sais-je. On ne sait jamais vraiment tout à fait à qui on a affaire. Il porte plusieurs niveaux de réalité en même temps, ce qui fait écho à la multiplicité intérieure des Gémeaux. On va parler aussi d'une naissance, donc comme on le disait, spectaculaire, hors norme. Il naît dans des œufs de cygne, donc ce qui introduit quand même la métamorphose, l'ambiguïté des origines aussi. Hein. D'où est-ce que tu viens, toi ? C'est pas très clair, quoi. Vous voyez toutes les questions autour de, à l'époque, des enfants bâtards, vous voyez, toutes ces questions-là, là, ça revient avec les jumeaux. Donc, il peut y avoir toute cette question de qui suis-je ? Mon identité. Un gros travail archétypal, symbolique sur l'identité. Zeus a choisi pour conquérir Léda, cette femme, cet archétype humain, féminin, il a choisi pour elle de se métamorphoser en cygne. Donc, les attentes qu'il a pu projeter sur cette femme, c'était qu'elle recherchait un homme capable de loyauté, de finesse, de grâce, d'une forme de royauté. Il y a quelque chose du paraître dans un cygne, d'une élégance, de quelque chose d'élancé. L'homme tel qu'il est, dans sa nature, ne suffit pas. Il va devoir préparer un processus ici, de se montrer à la hauteur, de se montrer aussi pur qu'il le peut, de se montrer aussi beau. On parle aussi de deux œufs, un œuf immortel, porteur de pureté, de grâce, de coups de génie, avec les coups infaillibles, toujours bons, et puis l'autre mortel, avec l'ambivalence de la condition humaine, du fait que ça peut pas être infini. Quand on est humain, on peut avoir des hauts et des bas, avec toutes les dérives possibles. Cela installe une polarité forte, d'un côté la lumière, l'inspiration, de l'autre les limites, avec tout ce que cela induit de la question du manichéen. Sauf qu'ici, le manichéen en soi doit être apprivoisé. On doit faire avec parce que ça fait partie de notre identité. C'est l'homme aussi qui accepte qu'il est fait d'une part de lumière et une part d'ombre. La question aussi de Castor, dompteur de chevaux, et de Pollux, combattant. Donc Castor est un dompteur de chevaux. Donc on peut se dire dompter l'animalité, la rébellion, l'ardeur brute, canaliser les forces instinctives, canaliser aussi ses émotions, parce qu'on dit que le cheval c'est quand même un animal très sensible. Donc la capacité aussi de faire front face à ses émotions, d'être de marbre. Pollux, lui, c'est un combattant, un boxeur céleste, force de combativité, capacité à porter les bons coups au bon endroit et de faire preuve de vigueur et de rapidité. De répartie aussi, très important. C'est ça, hein, la répartie dans un combat, c'est quand même important. Savoir avoir une bonne répartie. La question de la perte, donc ça c'est super important. Quand la part humaine se perd, donc Castor le mortel meurt, la part divine Pollux comprend qu'elle ne peut pas vivre sans le lien à l'humain, sa part humaine, et supplie Zeus de sauver son frère. Et le prix à payer, c'est qu'ils vont devoir s'alterner. Si je veux être, totalement être, et que pour être, j'ai ce besoin de l'autre, je vais donc devoir parfois laisser la place à l'autre. Donc il y a une acceptation de toutes les dimensions de ce qui existe, de comprendre l'importance de l'écosystème et de l'harmonie. L'archétype humain donc, du Gémeaux, donc on parlait donc
voilà, ce côté, un coup je suis en haut, je suis perché, un coup je suis au 36e sous-sol. La question aussi du changement qui fait partie de leur structure, de leur identité. Là, on est forcé à vivre l'adaptation en permanence de notre vie. Si on ne change pas, on est dans un risque de mort symbolique. Alors peut-être des personnes du Gémeaux peuvent se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire si à un moment dans la vie, il n'y a aucun changement, il y a de l'ébullition. C'est important de toujours stimuler, de toujours avoir des nouvelles idées, une nouvelle passion, un nouveau truc. Si on n'est pas stimulé, il y a une espèce de down où on peut devenir très irritant, très combatif. Il y a un peu cette idée-là aussi, hein, d'aller, si on n'est pas assez stimulé, d'aller chercher le conflit. Et c'est un peu ce qui a créé aussi la défaite et la mort d'un des frères. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à aller enlever quelqu'un? C'est quoi cette histoire? Bon. Alors, il y a aussi donc, on peut parler des moments, donc du coup on disait les moments Olympe, les coups de génie, les élans de grâce, mais aussi les moments d'enfer. Donc on peut reparler ici de retombées psychiques, de rumination après des paroles trop rapides, trop abruptes, trop irréfléchies. On peut retrouver souvent ces signes dans des discordes en général. Euh, et malheureusement, ils ont parfois du mal à mettre fin à des conflits, donc ça peut s'éterniser. Voilà, c'est j'ai envie d'avoir le dernier mot, il faut que je porte le dernier coup. Bon, voilà, il peut avoir ces sphères-là. On peut retrouver aussi des envies irrépressibles de faire lien avec l'autre. Ils peuvent avoir cette quête du grand amour, de la grande amitié, sans savoir réellement ce qu'ils cherchent. Il y a une sphère semi-matérielle, l'idéalisation du partenariat. Cette recherche d'un souvenir perdu, on peut se perdre dans ce qu'on a connu du passé, mais qui est mort. On peut parler aussi de se sacrifier pour la recherche d'un idéal, mais attention, l'attachement ne peut pas se créer sans que ce Gémeaux perçoit une dimension fraternelle, destinée. Donc, sans cette sphère, il peut se démontrer d'une froideur et d'une nonchalance extrême. Donc, certaines personnes ont pu voir des Gémeaux qui sont pas du tout joviales. Hein. On parle de la période où Mercure n'est pas dans le bon endroit du Soleil, et là, vous faites face à une personne super froide, quoi, qui peut carrément vous ignorer, faire comme si vous n'existiez pas, parce que vous n'êtes pas son frère. Voilà, il y a un peu un truc comme ça. Symboliquement, le Gémeaux est aussi affilié à l'homme, hein, donc c'est aussi une des espèces animales, hein, l'homme. Hein. Ce qui sous-entend donc que la force de l'homme est tirée de son intelligence, de pouvoir fabriquer des choses, de pouvoir être créateur, la ruse, le langage. Hein, ce qui va vraiment différer l'homme des autres espèces, c'est sa capacité à créer des liens sociaux, à créer des sociétés complexes et des interactions complexes avec des multitudes de sentiments et le pouvoir de propager les informations. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là d'aventurier, de celui qui va découvrir des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo des amis les cancers. Au revoir.